Bonjour, rebonjour. Alors, j'ai commencé à faire pas mal d'exposés de toutes sortes depuis ce matin. Je voudrais rebondir sur une émission des nouveaux chemins de la connaissance, où on parlait du stoïcisme, puisque c'est là une semaine consacrée au stoïcisme. Nous sommes le 25 janvier 2016, avec Adèle Van Reet. Et moi, ce qui m'intéressait, moi je ne suis pas un spécialiste de la philosophie grecque, mais je le suis sans l'être, ou sans le vouloir, ou sans le savoir. Parce qu'en travaillant sur l'astrologie, les origines de l'astrologie, j'ai vraiment l'impression, quelque part, qu'on touche à une assise majeure de la philosophie grecque. Et donc, je ne désespère pas, par la suite, je pense qu'un dialogue entre les historiens de l'astrologie, historiens au sens de ceux qui réfléchissent sur les origines de l'astrologie, pas seulement ceux qui étudient la réception de l'astrologie au Moyen-Âge dans tel et tel pays, comme je l'ai fait à une certaine époque. Les historiens de l'astrologie, de ses origines, auraient certainement des choses à dire aux historiens de la pensée grecque. Et vous savez que, selon moi, ce qui nous est transmis est souvent très défectueux et qu'il manque souvent des clés. Il manque souvent un contexte. Des choses qui sont sous-entendues, qui vont de soi, et qui ne sont pas dites. Alors, j'entendais ce matin donc un exposé sur le stoïcisme, où à un moment donné, l'interlocutrice, je ne sais plus comment elle s'appelait, je vais l'appeler Frédéric, quelque chose, disait que le stoïcisme recherchait la conformité avec la nature. Et j'ai bien aimé ce mot conformité, si ce n'est que je le comprends à ma façon. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'affirmer cette conformité, il s'agit de la rechercher. C'est comme ça que je vois les choses. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est là que justement il y a un malentendu à propos de l'astrologie, à la fois chez les astrologues eux-mêmes, à la fois chez les philosophes de l'Antiquité, et probablement à la fois chez les philosophes de l'Antiquité, et à propos de l'astrologie, mais aussi probablement à propos de la philosophie grecque et à propos du stoïcisme, en particulier, mais pas seulement. Alors moi, je ne sais pas là maintenant que je vais le faire, parce que c'est une nouvelle piste, mais si je dois travailler dans cette direction, j'irai davantage scruter les textes stoïcistes pour savoir si ce qu'ils prônent, c'est de rechercher cette conformité ou de rechercher où est cette conformité ou de rechercher à établir cette conformité en tant qu'éthique. C'est-à-dire non pas quelque chose qui serait, mais qui devrait être. Et à mon avis, là, on est au cœur même de la métaphysique de l'astrologie, en quelque sorte, de l'ontologie de l'astrologie. C'est-à-dire, sur quoi, dans quel esprit s'est constituée l'astrologie. L'astrologie s'est constituée dans une fascination du cosmos, mais une fascination qui conduit les hommes à un certain mimétisme par rapport au cosmos, certes, mais toute la question est de savoir comment ce mimétisme s'est mis en place. Et donc là, il y a deux stratégies. Soit d'affirmer d'entrée de jeu qu'il y a analogie, et qu'il faut rechercher et affirmer cette analogie comme existante, comme préexistante, ce qui est le propre de beaucoup d'astrologues. Je pense notamment à quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, qui dans les années 60 du XXe siècle montrait que tout le système solaire était une sorte de grand code qui était la clé de la pensée astrologique. Ce que je ne partage pas du tout, je le dis tout de suite. Enfin, c'est dans cette démarche que c'était, le fameux système RET, représentation, existence, transcendance, donc nourri quelque part d'une forme de philosophie, sinon de métaphysique. Donc,
Une chose est de dire, oui, nous astrologues, pluriel, nous pensons que l'humanité est en analogie, est en conformité. On emploie beaucoup le mot analogie chez les astrologues, je crois que le mot conformité est plus intéressant, est en analogie avec le cosmos, avec la nature, plus largement si on veut, mais avec le cosmos certainement. Et à ce moment-là, tout ce qui se passe dans le cosmos est signe pour nous sur Terre, comme dit la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ou le contraire, peu importe. La tabula smaragdina. Et l'autre approche que j'ai développée en 1986 dans un ouvrage qui s'appelle La pensée astrologique, et qui est paru dans une sorte de collectif qui s'appelle L'étrange histoire de l'astrologie, avec Serge Hutin notamment, aux éditions Artefact, qui dépendaient des éditions Henri Verrier, plus ou moins, c'était le même directeur en tout cas. Le problème, c'est que là, il s'agit au contraire de dire, nous allons emprunter au cosmos certains éléments que nous allons intégrer, que nous allons pratiquer, mettre en pratique. Vous avez retenu cette notion de certain. Il ne s'agit pas de parler d'une globalité du cosmos, d'une totalité de ce qui se passe dans le cosmos, mais de désigner, c'est-à-dire de donner sens, de faire signe à certains signifiants, comme on pourrait dire certains sons, certaines formes. Conformité à certaines formes du cosmos. Le mot conformité renvoyant d'ailleurs à la notion de forme. Il s'agit donc d'établir quelle forme nous donnerons au cosmos, lesquelles formes nous les utiliserons pour organiser la vie sublunaire, la vie sur Terre. Et tout le débat est là. Et là, nous avons deux philosophies de l'astrologie. L'une, et on comprend très bien pourquoi il y a cette dualité, l'une qui dit que tout ce qui est dans le cosmos fait sens pour l'homme, et c'est une forme d'astromancie, d'astrosophie, l'approche globale du cosmos pour appréhender globalement l'homme, et cette forme d'astrologie reste très dominante, je crois, encore qu'on pourrait discuter des proportions. Et l'autre approche, qui consiste à dire, c'est celle d'un Albumazar, par exemple, qui met en avant, qui dit, non, c'est Jupiter-Saturne, c'est le cycle Jupiter-Saturne qui est le fer de lance de l'astrologie, qui est le fer de lance donc à la fois du cosmos, c'est cette rencontre entre Jupiter et Saturne qui est déterminante, et c'est elle qui va nous apporter un éclairage, une lumière sur ce qui se passe sur Terre. Bien entendu, sur certains aspects de ce qui se passe sur Terre, parce que là, on n'est plus du tout dans le global. On prend des choses dans le cosmos, et ces choses vont nous parler de certaines choses en bas. On n'est plus dans l'holistique, dans le whole, holon en anglais, en grec, dans le pan. Donc on est dans quelque chose de particulier. On a décrété que l'on accorderait d'importance, par exemple, au rapport entre le Soleil et la Lune, dont on fait les mois. Mais d'autres projets, d'autres procédés ont pu et ont certainement existé, qui combinent certaines choses, certains astres. Certaines planètes avec certaines étoiles, par exemple, ou certaines planètes entre elles. Bon, tout un débat là-dessus, et je ne reviendrai pas maintenant sur cette question. Donc, si j'avais en face de moi cette Adèle Van Rett,
ou cette dame qui parlait de ici, mais ils vont en parler toute cette semaine, je poserai cette question. Quelle conformité avec la nature? Quelle conformité avec le cosmos? Est-ce que c'est une conformité qui existe, qui est préexistante, qui est déjà là, et qu'il suffit de reconnaître et de faire apparaître? Ou est-ce qu'ils sont au contraire un projet politique, un projet pour organiser la police, la cité, une éthique donc, une éthique politique qui ne dit pas du tout qu'il s'agit de quelque chose qui est déjà là, mais quelque chose qui est à construire, qui est à établir. Mais je terminerai là-dessus. Il est clair qu'avec le recul aujourd'hui, en 2016, quand nous regardons ce que nos prédécesseurs, nos aïeux ont fait il y a des millénaires, nous ne sommes pas dans la même situation qu'eux. Et c'est souvent cela qui n'est pas compris. Il y a une épistémologie pour comprendre comment les choses se sont mises en place à un moment donné, et il y a une épistémologie qui consiste à retrouver et à décrire ce qui s'est mis en place. Je m'explique. Si on admet que cette conformité s'est instaurée à un moment donné, a été instaurée par certaines sociétés humaines, au Moyen-Orient ou ailleurs. Quand je dis Moyen-Orient, c'est une façon de parler. Et en Mésopotamie ou ailleurs. À ce moment-là, au départ, il y a une sorte de table rase. C'est-à-dire qu'on est là, on se réunit en disant qu'est-ce qu'on va prendre dans le cosmos pour organiser notre société? Quelles sont les lois du cosmos que nous allons mettre en évidence? Bien évidemment sur la base de ce que l'on connaît à l'époque du cosmos. Ça va de soi. On ne va pas faire des lois qui tiennent compte d'astres qu'on ne connaît pas, qui sont invisibles. Donc là, il ne faut pas être anachronique. Et puis, aujourd'hui, nous avons un autre regard, puisque notre regard ne consiste pas simplement à essayer de retrouver des archives tout à fait hypothétiques de ce moment-là, de décision, mais nous en sommes au niveau des conséquences de ces décisions, c'est-à-dire quels ont été les effets de cette décision et comment nous pouvons observer ces décisions aujourd'hui. Bon, je dirais que ça dépasse complètement le champ de la philosophie. Tout ça, c'est à voir. À voir. Comment il y aura peut-être une philosophie qui consisterait à essayer de vivre selon des préceptes qui ont été élaborés par le passé et qui seraient en quelque sorte ancrés en nous dans une sorte d'inconscient collectif, de sociobiologie, etc. Mais toujours est-il qu'en effet, ce n'est pas du tout la même chose que de décrire des effets et de décrire des causes, alors que c'est le même phénomène. Aujourd'hui, quand nous parlons d'astrologie, nous décrivons des effets. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne faut pas croire que parce que nous décrivons des effets, nos aïeux qui ont établi l'astrologie ont décrit des effets. Eux, ils ont enclenché des causes. C'est-à-dire qu'ils ont enclenché des principes, un système qui aura porté ces effets. Donc l'autre jour, on a eu une discussion dans un des colloques que j'ai organisé avec Béatrice Crozat, notamment, une question qui a été posée par Chantal Depoux, deux astrologues. Et Béatrice Crozat répondait un constat. L'astrologie serait née d'un constat. Mais de quel constat serait-elle née? En effet, elle est née d'un constat qu'il y a le ciel. Elle est née d'un constat qu'il y a des astronomes qui ont décrit le ciel, qui ont découvert certains cycles, qui ont une sorte de mathématisation du cosmos, pour certaines choses. Ça, c'est un constat. Par contre, dire que les astronomes ont constaté que ces cycles avaient des effets, ça, c'est une erreur. Une erreur, un anachronisme. Ils ont fait ce constat
de la réalité d'un nombre de signifiants, si on peut dire. Tout comme on peut constater qu'il y a des sons qui existent. Et après, on voit ce qu'on peut en faire. Comment on les articule, comment on les organise. C'est autre problème. Donc ce constat, il est purement astronomique et il est purement lié à une astronomie à un moment donné, avec ses limites, avec ses erreurs de perspective, avec ses confusions. Voilà. Et on ne va pas revisiter l'astrologie au regard d'une nouvelle astronomie, par exemple, comme font 90% des astrologues. Donc, constat oui, constat qu'il y a quelque chose à prendre, qu'il y a une beauté, le mot cosmos renvoie au mot beauté, il y a une beauté du cosmos dont il faudrait s'imprégner, s'inspirer pour organiser nos sociétés. C'est ça la notion de conformité.